Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Les Indiscrets de Niels Wilke. Une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu'on la raconte peu, c'est-à-dire sans phare ni élément de langage. Émission présentée habituellement par Théophile Kouammo que je remplace occasionnellement pour ce numéro. Au sommaire, cette semaine, Bruno Retailleau est-il l'intrigant en chef du nouvel exécutif Macron-Barnier? En tout cas, comme ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin, il fait feu de tout bois et n'hésite pas à instrumentaliser le moindre fait divers pour faire avancer son agenda réactionnaire. Notamment avec ce qu'on peut appeler l'affaire Andy Kerbrat, du nom de ce député insoumis interpellé en possession de produits stupéfiants, ou le cas de Richie Thibault, l'assistant parlementaire de la députée Ercilia Soudet, et dont Retailleau veut la peau. Le ministre de l'Intérieur cherche-t-il à préempter l'agenda médiatique et jusqu'où ira-t-il? Niels a enquêté. En parlant justement de stupéfiants, est-ce qu'il n'y a pas un grand moment d'hypocrisie parlementaire autour de l'affaire Kerbrat? Niels s'est intéressé aux mœurs de nos politiques, gauche et droite confondues, en termes de consommation de drogue, mais aussi toutes les autres addictions en général. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos politiciens sont loin d'être exemplaires. Et enfin, un dernier sujet, coups tordus, menaces, engueulades, comment la Macronie se déchire avant son congrès. Salut Niels. Salut Nadia et merci de remplacer Théo au pied levé. Avec plaisir. Alors on commence avec l'affaire Kerbrat. Le député LFI de Loire-Atlantique, âgé de 38 ans, a été pris en flagrant délit d'achat de drogue de synthèse à Paris. C'était vendredi 18 octobre. Oui, et depuis, l'élu a promis sur son compte Twitter X de suivre un protocole de soins pour reprendre, je cite, son activité parlementaire. Retour en arrière quand il a été investi en juin 2022. On va commencer là une lutte pendant les 5 prochaines années, une lutte pour les gens, pour changer un peu cette assemblée qui était un peu embourgeoisée. On fait une petite révolution de palais, je crois. Donc là, on introduit des profils populaires. C'est une fierté en réalité. Voilà, donc c'est des images qui font un petit peu mal aujourd'hui. C'est vrai que alors le député Kerbrat n'est pas le premier parlementaire aux prises avec la drogue, hein. Avant lui, il y a plusieurs élus qui ont été épinglés pour des problèmes d'addiction, et ceux de tous bords politiques, faut-il le préciser. On se souvient d'Aurélien Taché aux prises avec des problèmes d'alcool, selon Libération, ou encore l'ancien député macroniste, hein, Emmanuel Pellerin, dont Mediapart avait révélé le penchant pour la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée, mais aussi la sordide affaire Guerriau, du nom de ce sénateur Horizon proche d'Édouard Philippe, qui a éclaté il y a un an. Ce parlementaire est soupçonné d'avoir fait absorber de l'ecstasy à son amie à l'époque, la députée MoDem Sandrine Josso, à son insu, en vue de l'agresser sexuellement, ce qu'il dément toujours aujourd'hui. Alors, rien d'aussi grave, évidemment, pour Andy Kerbrat, hein, qui devrait écoper d'une simple amende pour avoir acheté de la drogue pour sa consommation personnelle. Et d'ailleurs, le député LFI a reçu des soutiens inattendus, jusque dans les rangs macronistes, comme Denis Masseglia, élu de Maine-et-Loire, regardez. Ou encore Carl Olive, député des Yvelines, ancien maire de Poissy, qui a appelé son collègue insoumis à se soigner, regardez encore. Alors, pour rappel, hein, Carl Olive, c'est un proche de Macron. Il est aussi connu pour ses positions très strictes en matière de police et un discours très anti-la France insoumise. C'est pas franchement un gauchiste. Je me suis renseigné pour comprendre. Il faut savoir que le député a perdu 2 de ses frères à cause de l'addiction au tabac. Donc, c'est un sujet qu'il maîtrise, qu'il connaît personnellement. On peut aussi parler avec le cœur quand on est député, le défend un proche. Et d'ailleurs, pour son message de soutien, Carl Olive a reçu de vives critiques de la part de certains de ses collègues députés sur des boucles d'élus, selon mes informations. Tu encourages le trafic, tu es de mèche du coup avec un consommateur, etc. Réponse du député claire et franche, je vous emmerde. C'est aussi la preuve que le sujet des addictions dépasse les clivages politiques, comme l'explique Sandrine Rousseau, qui s'est improvisée avocate d'Andy Kerbrat cette semaine dans les médias. On l'écoute à notre micro, elle réagit. Le devoir d'exemplarité, j'appellerais à l'humilité là-dessus, parce que je pense qu'il y en a sur tous les bancs. Des personnes qui souffrent d'addiction comme une maladie chronique, il y en a sur tous les bancs.
Et ça peut être une addiction, évidemment, à des produits stupéfiants, ça peut être des addictions à des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des médicaments, ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être des addictions au tabac. Donc, vraiment, je ne vois pas un seul banc de l'Assemblée qui soit épargné par les addictions. Ça n'existe pas. Voilà, donc pas un seul parti politique épargné par un problème d'addiction, selon Sandrine Rousseau. On va en reparler par la suite. En attendant, Andy Kerbrat fait l'objet d'un vrai tir groupé de l'exécutif, d'une partie de la classe politique et médiatique, pour le pousser à la démission. Et j'ai retracé l'itinéraire de l'information de cette arrestation. L'affaire est sortie dans Valeurs Actuelles 2 jours après son arrestation. Regardez. Alors, je me suis renseigné auprès d'un interlocuteur qui est haut placé au ministère de l'Intérieur. Leur source, c'est un syndicat de police. C'est le cas dans 95% des affaires qui sortent aussi vite, me confie mon interlocuteur. Dès qu'une information est sensible, en fait, elle est remontée au préfet de police de Paris, puis au ministre de l'Intérieur lui-même. Et oui, sur un député interpellé, le message a été envoyé directement à Retailleau, me confirme un conseiller ministériel. En gros, tout ce qui peut avoir un retentissement médiatique ou des incidences graves sont remontés, précise toujours ma source, ce qui ne veut pas dire que le ministre ou son cabinet sont à l'origine de la fuite. Par contre, il y a clairement une attaque politique, par exemple, derrière la plainte de Bruno Retailleau contre Richie Thibault, donc c'est l'assistant parlementaire de la députée LFI Ercilia Soudé, et c'est notamment notre confrère et collègue Mourad qui a révélé hier soir que Yael Braun-Pivet lui interdisait une partie de l'Assemblée pour des raisons officiellement de sécurité. Et en fait, c'est le cabinet de Bruno Retailleau qui a annoncé à Europe 1, donc une radio qui appartient au groupe Bolloré, une plainte contre ce militant. Et l'auteur de l'article, c'est intéressant, n'est autre qu'un certain Jean-Baptiste Marty, recruté comme journaliste police-justice à Europe 1, à peine sorti de l'école en 2022. On peut dire que c'est une promotion éclair. Pour ses qualités professionnelles, Nadia, en fait, son papa n'est autre que Patrick Sarrazin, chef d'état-major de la direction du renseignement de la préfecture de police. En fait, c'est les nouveaux renseignements généraux. Le service fait surtout office de tour de contrôle à l'interface de tous les services policiers de la capitale à qui elle transmet quotidiennement ces informations selon le média de pouvoir La Lettre qui a révélé l'information. Et son chef de service à Europe 1, à ce confrère entre guillemets, c'est Louis de Raguenel. Alors Louis de Raguenel de Montmorel, hein, c'est son vrai nom, petite noblesse bretonne. C'est l'ancien monsieur communication numérique de Claude Guéant à l'intérieur, qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy pour service rendu, et qui est devenu ensuite rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, dont il a fait un média d'extrême droite. Et il est ensuite passé chez Bolloré en 2020, malgré l'opposition d'une majorité de journalistes de la radio à l'époque, alors sans résultat. Et donc c'est Louis de Raguenel qui fait office de liaison entre l'Élysée et les médias de Bolloré à l'époque. En octobre 2019, c'est à lui que Macron a fait les honneurs d'un entretien de 40 minutes sur l'immigration dans son Airbus présidentiel, pour Valeurs Actuelles à l'époque, déclenchant d'ailleurs une vive polémique. Regardez la couverture. Entrevue facilitée par le conseiller de Macron, donc Bruno Roger Petit, très copain avec Geoffroy Lejeune, alors directeur de la rédaction du magazine d'extrême droite. Bref, avec le retour de la droite au pouvoir, la presse réactionnaire, raciste et conservatrice se sent pousser des ailes. Forts de leurs contacts privilégiés, leurs rédacteurs peuvent directement prendre leur info à la préfecture de Paris. On a vu que c'était le cas, par exemple, pour Andy Kerbrat, ou à l'intérieur. Ça a été le cas pour Richie Thibault. Le terrain a été bien préparé et l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudé en fait probablement les frais. Un harcèlement qu'il dit subir depuis son arrivée à Paris. On l'écoute pour le média. Depuis que j'arrive à Paris, depuis mes 18 ans, ils me suivent sans cesse dans les rues, ils m'ont contrôlé des dizaines de fois à proximité de chez moi, ils m'ont fait faire une dizaine de gardes à vue systématiquement classés sans suite, et ils n'arrêtent pas d'orchestrer des cabales médiatiques. Et moi, je le vis mal, c'est très très dur, et c'est des ordres qui viennent directement de la préfecture de police de Paris. Et aucun journaliste jusqu'alors l'a documenté, et j'espère que ça va commencer parce que je veux dire, on me fait passer pour un criminel en disant que Valeurs Actuelles a essayé de jeter, on dit que j'étais proche des minus terroristes, alors que je suis inoffensif, je fais 55 kilos. Voilà, donc c'est vrai que Richie Thibault, par ailleurs, est déjà mis en cause dans d'autres affaires, notamment des menaces envers Macron, selon le parquet, ce qu'il dément, notamment une altercation aussi avec Édouard Philippe lors de la dernière fête de l'Humanité qui n'a pas vraiment plu à l'époque, et donc il a probablement des raisons de craindre l'appareil répressif policier.
Et qu'est-ce que nous disent toutes ces affaires de Bruno Retailleau? Mais je crois qu'on peut dire que Retailleau a un agenda et l'une de ses missions probablement, c'est de décrédibiliser la gauche et surtout la France insoumise qui représente une menace électorale, hein. On rappelle, Retailleau est d'autant plus offensif qu'il sait que le gouvernement Barnier a une durée de vie limitée dans le temps et qu'il peut tomber dans quelques Mmh. semaines de son piédestal. Il veut aller vite, peut-être trop vite d'ailleurs. Selon mes informations, il a opté pour un tout petit appartement place Beauvau pour rester opérationnel de jour comme de nuit, plutôt que celui bien plus grand qu'occupait son prédécesseur Gérald Darmanin, et il se tient absolument au courant de tout. Il plastronne tout le temps, c'est insupportable, soupire un ancien ministre qui a observé ses premiers pas au ministère. Macron l'a même invité pour un tête-à-tête à l'Élysée le 21 octobre, autant vous dire qu'il ne se sent plus. Il est ressorti de l'Élysée en bombant le torse, selon un conseiller qu'il a observé, au point qu'on lui prête désormais des ambitions pour 2027, parce que pourquoi pas? Et quel meilleur trophée de chasse pour son camp que la tête de la France Mmh. insoumise, je te le demande, Nadia. Alors d'ailleurs, j'ai pu constater que des comptes Les Républicains, liés à Barnier notamment, ont relayé sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter X, une vidéo extraite d'une interview d'Andy Kerbras sur Télé Nantes en 2023 où il évoque son combat contre la drogue dans son fief à Nantes. Regardez. Est-ce que ça veut dire que la France insoumise décide publiquement, ouvertement, de ne pas s'emparer de ces thématiques-là, de cette thématique de la sécurité? Je pense que vous ne connaissez pas mes positionnements et les sujets que j'ai pu porter sur la deuxième circonscription, sur par exemple les plaques tournantes qu'ils peuvent avoir sur les quartiers Malakoff ou Bautière, qui sont les zones de ma circonscription. Sur le fait que, comme peuvent le dire certains habitants, ils ont peur pour leurs enfants pour deux raisons. Soit de tomber sur la BAC qui a des comportements racistes, soit de tomber sur un règlement de compte entre dealers qui peut menacer d'un coup de balle leur enfant. Donc moi, en fait, je me positionne toujours, comme je peux le faire au niveau des peuples à l'international, au niveau des populations, au niveau des habitantes et habitants de la ville de Nantes. Et je comprends. Et en réalité, je vais vous dire, je soutiens cette initiative des habitants de Bellevue, car je trouve qu'elle est essentielle, elle est salutaire. Elle sort de la vision purement sécuritaire. J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu gênant de voir le député LFI répéter qu'il se mettait à la place des populations à l'époque et ces populations qui avaient peur en fait qui ont peur de se retrouver dans un règlement de compte entre dealers à Nantes. C'est vrai que c'est un double discours qui met à mal les engagements de l'élu et que le gouvernement et une partie de la classe politique exploitent à fond. On a l'impression que la direction de la France insoumise est moins réactive que d'habitude sur ces sujets, non? Oui, c'est vrai que la direction, de la France insoumise réagit peu ou moins, contrairement à d'habitude, parce que bon, alors c'est vrai que Mathilde Panot, d'autres membres de la direction ont retweeté, par exemple, le communiqué d'Ercilia Soudé, sur son collaborateur parlementaire, donc Richie Thibault, ou que même Jean-Luc Mélenchon en personne, hein, le patriarche, s'est fendu d'un tweet de soutien à Andy Kerbras. Mais c'est vrai qu'on est loin d'une défense, comme celle mise en place par Mélenchon et son entourage, quand l'affaire Quatennens avait éclaté, hein. On rappelle que ce député de la France insoumise, qui leur est très, très proche, avait été mis en cause puis condamné pour violence conjugale. Alors c'est vrai qu'Andy Kerbras est moins proche de Jean-Luc Mélenchon et de Sophia Chikirou notamment, dont il avait d'ailleurs critiqué les insultes homophobes l'année dernière. On a l'impression d'un service minimum, observe un député de gauche. Pour des gens qui ont d'habitude un réflexe très grégaire, ça interroge. Alors j'ai sollicité, la direction. En gros, on m'a répondu: «On est sur le budget», donc qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Vous en avez même, discuté avec, Thomas Porcher cette semaine. Franchement, le reste, donc les affaires, qui touchent la France insoumise, c'est pas notre problème, m'a répondu donc ce membre de la direction. Et c'est vrai que l'affaire tombe mal pour, la France insoumise, alors que ses élus ont intégré, le bureau de l'Assemblée avec 2 vice-présidentes qui rejoignent Mathilde Panot et Éric Coquerel. Et c'est vrai que la France insoumise avait enfin l'occasion de briller à l'Assemblée. On a vu notamment Clémence Guettet et Nadège Abomangouli siéger fièrement au perchoir pour présider les séances quand Yael Braun-Pivet est absente. Voilà, donc être replongé dans des faits divers aussi sordides comme l'achat de drogue à un mineur ou des poursuites politiques contre un modeste assistant parlementaire, ça ne cadre pas vraiment avec les nouvelles ambitions du parti, d'autant que la direction s'est donné pour objectif de conquérir des villes pour les municipales en 2026 et continue de faire le ménage dans ses troupes dissidentes. Sont visés notamment les militants de l'après, le mouvement créé après la
purge entre guillemets de juin par les députés Autain, Davy ou Corbière, mais aussi ceux de GES, la gauche éco-socialiste, dont l'un des cadres est Hendrik Davy, donc toujours proche de Clémentine Autain, et ceux de Picardie Debout, le mouvement de François Ruffin. Bref, LFI se structure pour évoluer, autant dire que des affaires policières ne sont pas une bonne nouvelle. On s'en passerait bien, c'est sûr, soupirait un éminent insoumis jeudi soir avant d'enregistrer cette émission. Alors on l'a vu, hein, l'alcool ou la drogue n'épargne pas nos élus. Nils, tu as pu avoir plus d'éléments sur les pratiques parfois borderline au Parlement. Oui, comme on le disait avant, hein, Nadia, Andy Carbra n'est que le dernier parlementaire pris dans une affaire de drogue. Avant lui, il y a eu plusieurs autres affaires qui ont défrayé la chronique: alcool, drogue, usage de médicaments, etc. De la drogue, il y en a au Parlement, comme partout dans la société, hein, témoigne une ancienne députée de la majorité pour le Média, qui s'est vue proposer un sachet de coke par un ministre lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Eh oui, voilà. On est dans des lieux de pouvoir, évidemment qu'il y a des substances qui circulent, renchérit un autre député. Tout le monde le sait que certains élus et des collaborateurs prennent de la cocaïne à l'Assemblée nationale pour tenir au vu du rythme et du stress qu'ils subissent, explique un collaborateur en place. Et alors, selon un ancien ministre que j'ai contacté pour préparer cette émission, la drogue circule partout, pas seulement à l'Assemblée, mais aussi dans les groupes politiques, au gouvernement, au Sénat et même à l'Élysée. Ça touche toute la classe politique. Mais toutes ces dérives borderline sont la conséquence d'un changement aussi générationnel au Parlement. Avec l'arrivée de Macron, toute une cohorte de nouveaux députés et collaborateurs sont arrivés à l'Assemblée et dans les groupes politiques. On écoute Jean-Bernard Gagno-Renucci, ancien conseiller politique qui a participé à la campagne d'En Marche en 2017 comme secrétaire général de la droite avec Macron. On a assisté à l'émergence depuis 2017 et l'arrivée du très fameux Nouveau Monde. On a donc assisté à l'émergence de gens qui arrivaient dans la sphère politique en provenance directe du monde du privé. Monde du privé dont les termes favoris sont quand même la performance. Et ça, quelque part, indirectement, et on le voit en entreprise aujourd'hui en termes effectivement d'accidents du travail, de burn-out et de tout ce qu'on veut, mais ça produit des effets directs, d'accord, sur des excès en tout genre. Et je ne qualifie pas ces excès, c'est simplement une observation que je fais du phénomène et des dérives pouvant découler de ces excès. Et ça se joue effectivement aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. On parle assez peu du Sénat et pourtant il y a des affaires récentes relativement importantes. Mais ça se joue dans les deux mondes parlementaires très exactement. Voilà, donc il y a un culte de la performance qui s'est mis en place, qui vient probablement effectivement de ces nouvelles personnes qui sont issues du privé. Et ce culte se joue aussi dans les ministères. Mediapart avait par exemple révélé en décembre 2023 le cas d'un jeune assistant addict à plusieurs drogues de synthèse, dont la cocaïne et l'A3-MMC, au ministère du Travail, quand même, sous le gouvernement Borne. Alors, d'après plusieurs témoignages et messages consultés par le site d'investigation, sa consommation avait un impact sur son travail et sur ses relations avec ses collègues qui s'inquiétaient pour sa situation, autant pour sa santé que pour celle qu'elle provoquait sur la vie quotidienne du cabinet. Et en mai 2023, 2 mois après son départ du ministère, cet assistant avait été recruté pour une mission temporaire au sein du cabinet de la Direction générale de la police nationale, Nadia. Au Parlement, c'est l'ex-députée macroniste Caroline Janvier qui avait la première brisé le tabou de la prise de substances et des addictions dans un entretien à Paris Match en novembre 2023. Avec la cadence de travail qu'impose la politique, la députée s'était mise à boire quelquefois plusieurs verres par jour et elle s'était arrêtée évidemment entre-temps. Je fais le lien avec les séances de nuit qui n'ont aucun sens, avec le rythme de vie, la pression de l'agenda, des médias avec qui on n'a pas le droit à l'erreur, faisait-elle valoir. Et on peut dire que l'ex-élue savait de quoi elle parlait puisqu'elle était rapporteure thématique du volet récréatif de la mission d'information commune sur la réglementation des différents usages du cannabis en 2021. Et d'ailleurs, selon mes informations, elle s'était fait taper sur les doigts pour ses confidences. Elle n'a pas été réélue après la dissolution. Ce rythme de travail infernal des parlementaires, c'est aussi ce qui peut causer des dérives, selon Sandrine Rousseau. Écoutons-la. Mais là, moi, j'ai des journées qui commencent à 7h45 et qui terminent à minuit. Dans quel monde c'est ça, en fait, de faire ça?
pour des gens qui sont un peu fragilisés, c'est intenable. Et la santé psychique, ça n'est pas que juste des horaires, c'est aussi savoir que si on fait le moindre pas de côté, on va être harcelé. Andy Carbrat, il a subi des vagues de harcèlement. Et, je veux dire, c'est un monde qui est très violent. Donc, de manière intrinsèque, j'ai envie de dire, il est très violent. Mais je trouve que comme on ne prend pas cette dimension-là en charge dans la gestion de notre mandat, que personne ne nous aide à le mettre en charge et que l'institution elle-même renvoie plutôt une toxicité de fonctionnement, eh bien, la santé mentale, si elle n'est pas très solide en entrant dans l'hémicycle, elle ne va pas s'améliorer, ça c'est sûr. Et donc oui, il y a des recours à des produits toxiques chez certains parce que ça permet de tenir et que ça, il faut l'entendre. Voilà. Alors un autre sujet, Nils, ça chauffe entre macronistes et l'Assemblée en ce moment. Oui, Nadia, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. La guerre est déclarée avant le congrès de Renaissance qui devrait avoir lieu les 23 et 24 novembre. Sortez le popcorn. On pourrait voir s'affronter deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne, qui a déclaré sa candidature à la fin de l'été, contre Gabriel Attal, son jeune successeur à Matignon et qui est devenu entre-temps patron des députés macronistes à l'Assemblée. Alors, commençons par Elisabeth Borne, qui n'a, dit-elle, toujours pas compris pourquoi Macron l'a congédié de Matignon le 8 janvier, après lui avoir dit le contraire la veille, et alors qu'elle pensait rester en poste au moins jusqu'aux européennes. Sortez les violons. Alors, elle écorne le double langage présidentiel dans un livre paru avant-hier intitulé « 20 mois à Matignon », et elle fait la tournée des plateaux pour dire tout le mal qu'elle pense de son ancien patron. Regardez. Emmanuel Macron, avec lequel vous avez clairement une différence de tempérament et dont vous dites il prend sans doute comme de la faiblesse ma conviction selon laquelle on n'a jamais intérêt à humilier qui que ce soit. Il est assez darwinien. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui gagne, quoi. Celui qui s'adapte... C'est effectivement, je le dis, on n'a pas exactement le même tempérament. Contrairement à ce que les oppositions et certains commentateurs ont pu vouloir propager comme image, moi je suis vraiment une femme d'écoute et de dialogue, de recherche de compromis. C'est pas forcément son tempérament. Je crois beaucoup, vous voyez, à la discussion avec les organisations patronales et syndicales. Et je pense que ce pays se porterait mieux si on laissait plus de place, justement, aux corps intermédiaires. Voilà, donc Macron, pas fan des corps intermédiaires, hein, on le savait déjà, le président est connu pour son mépris envers les syndicats et tout ce qui, selon lui, le coupe de son contact sacré avec les Français. Bon, après, Elisabeth Borne et son sens de la négociation, comme elle dit, venant de quelqu'un qui a dégainé 20 fois le 49.3 en 20 mois à Matignon, pas forcément le meilleur exemple de sens du dialogue. Mais passons. Au passage, elle envoie aussi un gros tacle à son successeur, qui, ciblant le parcours ultra-parisien et élitiste de Gabriel Attal, je revendique de ne pas avoir passé ma vie entre l'école alsacienne, le faubourg Saint-Honoré, donc la rue de l'Élysée, et la rue de Varennes, où se trouve Matignon. Heureusement que le groupe des députés macronistes s'appelle Ensemble pour la République. Côté Attal, ce n'est pas moins offensif, puisque l'ancien Premier ministre ne décolère pas de n'avoir passé que 8 mois à Matignon. Il enrage d'avoir été humilié par une dissolution décidée dans son dos. Il en a fait le récit dans la presse, les médias, auprès de l'Express notamment, ou encore Politico, qui ont révélé que son équipe de conseillers avait les larmes aux yeux en apprenant la nouvelle. Macron, lui, a ironisé sur ce moment de grande tristesse, selon l'Express. Et donc, Macron, toujours président d'honneur de Renaissance, ne prend pas position publiquement, mais ses proches distillent son agacement contre Gabriel Attal, qui veut cumuler à la fois la direction du parti et la présidence du groupe, donc Ensemble pour la République, rappelons-le, à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut dire que les rapports de Gabriel Attal avec son grand frère Emmanuel Macron se sont dégradés ? Oui, la fratrie, c'est plus tout à fait ça, et donc leurs rapports sont devenus exécrables. Alors, Attal se targue d'avoir sauvé les meubles aux législatives, il soigne sa popularité auprès des députés survivants et veut désormais démacroniser le parti. Contrairement à Borne, il adopte une stratégie à l'ancienne, en tentant de reprendre contact avec les militants aussi, enfin ce qu'il en reste, parce que c'est l'hémorragie avec la popularité record d'Emmanuel Macron. Il ne reste que 8500 adhérents à jour de leur cotisation selon nos confrères. Il y a aussi les confidences distillées dans les médias avec cette phrase hallucinante d'un ministre.
Pour nos militants, Attal, c'est Néo dans Matrix. À croire que les macronistes ont été matrixés par Gabi. Enfin, la tension est telle que mardi soir, Maxime Cordier, qui est l'homme lige de Gabriel Attal, s'en est allé à l'Élysée rencontrer Jonathan Guémas, proche conseiller d'Emmanuel Macron. Et les deux stratèges ont convenu de faire baisser la pression entre les deux camps, selon le Figaro qui relate cette rencontre. Il y a aussi eu un déjeuner ce midi à l'Élysée, à l'initiative d'Emmanuel Macron, qui a invité notamment Borne, Attal et Darmanin. Tout ce petit monde a dégusté un très bon poisson blanc, Nadia, et une forêt noire en dessert qui était succulente, me dit un participant. Voilà, on apprend des choses. Aux frais du contribuable. Exactement, toujours aux frais du contribuable, mais pas de démagogie. Et donc Macron a pris à part ses deux anciens ministres, selon le Parisien, qui relate également cette rencontre. Et on peut imaginer que le président tente de se rabibocher avec les deux élus pour garder la main sur Renaissance. On rappelle que Renaissance, c'est surtout une grosse cagnotte financière après les premiers électoraux du parti. Alors les rapports des macronistes avec leurs alliés Horizon ou le Modem ou la droite républicaine de Wauquiez ne sont guère meilleurs. On se croirait sur un champ de ruines, reconnaît un député Horizon qui a accepté de se confier. Tout est prétexte à la baston, les postes au bureau de l'Assemblée. Certains macronistes et leurs alliés Modem ont voté pour des élus de gauche. Dernier en date, l'écolo Jérémy Yordanov, qui a arraché la vice-présidence à la droite à la grande fureur de Wauquiez et qui est tombé sur Gabriel Attal. Gabi voulait rappeler à la droite qu'il fallait arrêter de nous prendre pour des cons, sauf que le Modem a vu qu'il ne jouait pas le jeu, il nous a sanctionnés, me confie un député macroniste, tel est prix qu'il croyait prendre. Alors une autre fois, c'est la proposition de Darmanin de vendre 10% des participations de l'État pour renflouer les caisses de l'État qui a créé des remous en interne. On en a aussi parlé avec Thomas Porcher cette semaine dans le média. Il faudra m'expliquer pourquoi on vendrait d'un côté des participations alors que le gouvernement va prendre des actions chez Orpella via BPI France pour sauver le Doliprane. Se plaint un député tandis qu'un autre renchérit toujours sur une boucle d'élus. Ça va dans tous les sens. À l'approche du congrès, Nadia, les macronistes n'ont pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Merci beaucoup, Nils. Et merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.